Alors du coup, bonjour. Je vais vous raconter comment chez Cube, on s'est posé une question simple. C'est comment créer beaucoup d'assets sur des projets très différents et en essayant de garder un pipeline le plus stable possible. Donc je suis Axel, je suis Head of CG chez Cube Creative. Et la majeure partie de mon boulot, c'est de, on va dire, garder une cohérence technique entre les projets, capitaliser sur les développements et mutualiser tous les outils et les développements. Donc en gros, c'est essayer de ne pas repartir de zéro de chaque projet, mais essayer de faire en sorte que chaque projet puisse nourrir le suivant pour le rendre plus facile. Donc avant de vous parler des assets, je vais quand même faire alors soit un petit rappel, soit une découverte de ce que Cube produit. Donc ces dernières années, on a principalement produit des séries, donc sur nos propres IP, mais aussi en Presta. En fait, le point commun avec tous ces projets, c'est qu'ils ont été faits avec Blender et Kitsu. Donc je dis quasiment parce qu'il y a un projet qui n'a pas été, dont c'est pas le cas, c'est Kaelou. Mais Kaelou chez Cube, il a un historique un peu particulier. Et plus récemment, ce qu'on a produit, c'est beaucoup de séries aussi, sur nos IP et également en Presta. Là, la différence, c'est que effectivement, tout a été fait avec Blender et Kitsu. Donc, qu'est-ce qu'on a rencontré pendant tous ces projets, qui sont relativement différents? On a eu des projets avec beaucoup de personnages. Ça, c'était le projet Tango Animaux, c'est pour France Télévisions. On a eu des projets avec beaucoup de persos et de la végétation. Ça, c'est le projet Pirate, du coup, c'était pour TF1. Et on a aussi eu des projets avec beaucoup de persos, de la végétation et une problématique de RN Fur par-dessus. Donc ça, c'est le projet des ours nains en collaboration avec Folivari, et c'était pour Netflix. Pour Netflix, pardon. Et alors, malgré la diversité des projets, tous ces projets ont été faits avec le même pipeline. Et en fait, ce pipeline, il va tenir avec... Alors, il a évolué forcément au fur et à mesure des années, dans l'idée que chaque projet nourrit le pipeline pour ensuite rendre le projet suivant plus facile. D'ailleurs, dans les trois projets que vous avez vus, la Tango Animaux, Pirate et les ours nains, en fait, ils sont faits exactement dans cet ordre chronologique. Et chaque projet a pu amener sa petite pierre à l'édifice du pipeline, et on s'est servi du projet d'avant pour s'aider sur le suivant. Et alors, du coup, le pipeline évoluait, mais la philosophie globale, elle est restée la même. Et elle tient sur deux piliers. Alors, le premier pilier, ça va être Blender. Et le second pilier, ça va être Kitsu. Donc, Blender, c'est notre outil de fabrication. C'est avec notre outil principal de fabrication. Et Kitsu, c'est la mémoire collective du projet. C'est-à-dire, c'est Kitsu qui va savoir où en sont les assets, où en sont les shots, et de manière plus globale, où en est la production. Donc, on peut voir en amont du pipeline, un petit peu de Maya, c'est parfois le cas avec du Kara Modeling. Mais en fait, à cette étape de production, il n'y a pas de gros enjeux à changer de la modée, donc il n'y a pas un gros enjeu à switcher de DCC à cette étape-là. La transition se fait relativement bien. On peut voir une petite bulle Houdini pour des FX. C'est de moins en moins le cas, parce qu'en fait, on a plus tendance à remplacer Houdini par le Geometry Node de Blender, qui sont de plus en plus puissants. Et on a une sortie de pipe en compositing avec Fusion. Mais il faut bien comprendre, le point d'entrée du pipeline, le point d'entrée principal, c'est Blender et c'est Kitsu. Donc si on zoome un peu sur la partie assets, donc on va retrouver Kitsu, qui est le production tracker, donc c'est lui qui va créer les assets, et c'est une fois que les assets sont créés qu'on va pouvoir les récupérer avec nos différents outils maison. Et en fait, dans l'espace assets, on va retrouver deux espaces distincts. Donc on a l'espace user avec les working files. Donc là, on va retrouver toutes les steps de fabrication et tous les working files, tous les incréments. Et c'est aussi à cette étape qu'on va communiquer le plus avec Kitsu. C'est-à-dire que c'est Kitsu qui va savoir si le set est validé, s'il est en retech, s'il est en waiting for approval. C'est vraiment l'étape là qui communique avec Kitsu. Et à côté de ça, on a un espace de push, donc c'est un espace de mise à disposition des éléments pour les étapes d'après. Donc c'est pas forcément des éléments qui sont validés, mais c'est des éléments qui sont suffisamment sain pour passer dans les étapes d'après et être updaté par la suite sans être destructif. Et par contre, c'est une partie qui ne communique pour le moment pas avec Kitsu. C'est vraiment séparé de l'espace working file et du user space. Donc si on zoome en fait dans la partie push, on va pusher principalement des fichiers Blender, donc c'est tout le matériel 3D, et à côté de ça, on a des fichiers JSON qui sont descriptifs,
où on va mettre principalement le nom des mèches, le nombre de vertices, le nombre de subdivs qu'il faut appliquer. Ce genre de choses, ouais. Vraiment partie descriptive de ce qu'on a dans le fichier Blender. Et si on zoome par contre dans la partie Blender, dans les fichiers Blender, en fait on va retrouver plusieurs niveaux de définition. Et en fait chaque step peut pusher un certain nombre de fichiers. C'est-à-dire qu'on va contrôler ça, c'est-à-dire que à partir du rig, on pourra pusher que des rigs qui sont avancés. Et par contre, aux étapes de modeling et shading, on va repusher différents niveaux de détail de modeling et de shading, et certains rigs très basiques. Alors c'est des rigs qui sont créés à la volée et qui restent vraiment très simples, quoi. Et ça nous amène du coup à me parler vous parler de notre système de level of detail qu'on a mis en place chez Cube. Bon, en fait, pourquoi on l'a mis en place? Parce qu'en fait, on est revenu sur le besoin métier au niveau du shot, à chaque étape, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin pour travailler. Et on est revenu vraiment sur la base de la fabrication. Et typiquement, au layout, de quoi on a besoin? On a besoin de cadrer, on a besoin de faire un set dress, et on a besoin de mettre en place globalement les props et les persos pour mettre en place l'action et commencer à timer. Mais on n'a pas forcément besoin d'un gros level de qualité, on a juste besoin de savoir à quoi ressemblent les assets, mais ils n'ont pas besoin forcément d'être def, ou d'être trop chargés en qualité. Par contre, on a besoin d'un contrôle sur la caméra qui est complet, parce qu'il faut cadrer et faire les mouvements de cam. Et on a besoin de faire le set dress à cette étape-là. Et si je continue en animation, donc voilà, on part du principe que le set dress et la caméra sont validés. Ce n'est pas toujours le cas, mais globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont validées à l'étape du layout. Et par contre, au niveau des props et des persos, là, on a besoin d'un contrôle total, parce que on va faire l'animation là, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment pousser l'animation, quoi. Et par contre, on va faire attention au FPS, donc on va baisser la qualité des éléments au minimum, on va rester le plus précis possible, sans trop charger du coup la scène. Parce qu'une scène qui ne rame pas, du coup c'est une scène qui s'anime mieux, forcément, et ça fait des animateurs heureux. Et par contre, si je passe au rendu, là on inverse totalement la logique. Donc tout ce qui est animation est normalement définitif, et c'est becqué, donc on n'aura plus de contrôle dessus. Et donc, par contre, au niveau de la qualité visuelle, on va le pousser au maximum pour avoir le meilleur rendu, quoi. Donc ça paraît assez basique ce que je vous raconte là, mais c'est vrai qu'on est vraiment revenu aux besoins métiers de chaque étape pour reconstruire tout notre système derrière. Donc, concrètement, dans nos level of detail, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, si je pars du milieu en modeling, on va vraiment, c'est le base mesh, c'est la version du mesh qui va être retopo, qui va être validée qui va être faite par le modeler et validée ensuite par la prod et les réals. Et c'est le mesh qui servira au rig ou aux UV, quoi. Et si je monte dans les level of detail, donc on va avoir la version subdivisée pour le rendu, et une version subdivisée un peu plus si on a besoin d'ajouter du displace ou d'avoir un petit peu plus de définition dessus, quoi. Et à l'inverse, on va avoir une version un petit peu decimate si le perso est un peu loin, voire carrément une plane si le perso est vraiment très loin et qu'on n'a pas besoin d'informations de volume. Et du coup, au shading, on va retrouver un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'on aura l'image qui va se servir à la plane. On aura un mode color object, donc en fait, on n'a pas réellement de shader, mais on a juste des infos de couleur sur les objets. Et après, on va arriver sur un shader optimisé viewport pour l'animation, le shader de rendu, et après un shader un petit peu plus poussé, avec les maps de displace et des maps avec des tailles un petit peu plus indécentes. Et par contre, au niveau du rig, on a une spécificité, c'est que le niveau de détail de rig ne correspond pas forcément à un fichier Blender, mais ça va être plutôt une info de comment est importé l'élément. Si je prends le niveau le plus bas du rig, en fait, on va être en référence, donc on va être locké, on n'aura aucun accès à l'asset, il va juste être en référence dans la scène. Le niveau juste au-dessus, on va faire soit un override object là-dessus pour accéder au transform de l'objet, ou pouvoir lui appliquer des modifiers. Mais il n'y aura pas réellement de rig, c'est vraiment l'asset entier qui va être dedans, on peut juste accéder au transform et ajouter 2-3 modifiers de type cache ou subdivision, quoi. Donc, si on monte un peu, on aura un short rig. Donc ça c'est pour le layout, on aura le perso en typose avec juste les contrôleurs principaux pour pouvoir commencer à caler les timings au layout et pouvoir placer quelques contraintes s'il y a besoin, quoi. Ensuite on arrive au full rig, c'est le rig qui sera à destination de l'animateur pour pouvoir finaliser l'animation. Et on a une étape d'après avec des rigs des fois un petit peu plus lourds pour des cas spéciaux, quoi.
alors qu'on ne met pas toujours dans les scènes directement, parce que ça a toujours un petit coup en FPS, quoi. Donc ça c'était théorique. Maintenant, si je passe un petit peu avec des images, je vais reprendre le projet Pirate, où en fait on va retrouver des personnages, et si on part du milieu, pareil en modeling, donc on aura ça, c'est la version qui a été retopo, qui est validée, qui sert aux rigs et aux UV, et on a une version sublive de rendu, et en fait on aura une définition supplémentaire après. C'est en fait une version avec du displace, parce que sur le projet Pirate, l'univers est en plastique gonflable. Et on avait besoin par moment d'avoir une petite map de displace pour donner des petits plis sur ce plastique gonflé, quoi. Et à l'inverse, on a une version un petit peu decimate et carrément une petite plate pour le fond. Et au niveau du shading, on retrouve un petit peu la même chose qu'on avait avant, c'est-à-dire l'image qui sert à la plate. On a un mode sans shader. Alors le problème du color object avec ce genre de perso, c'est que comme les persos, c'est des gros ballons gonflables, c'est un seul mesh, donc mettre du color object dessus, c'était un peu compliqué. Donc on a quand même une version shader très basique avec juste une map en JPEG et assez légère. Ensuite le shader de rendu, et après on avait du coup le niveau shading, on avait une version avec les maps de display, c'est justement ce rendu un petit peu plus lourd, quoi. Et au niveau du rig, on va retrouver l'asset en référence dans la scène, l'asset juste importé en mode object, c'est-à-dire que tous les datas vont rester en référence, on a juste le mode objet qui va être, le niveau objet qui va être dans la scène, et c'est là-dessus qu'on pourra appliquer soit des caches, soit des subdivisions pour le rendu. Ou typiquement simplement placer pour des références lors de création de décors, quoi. Et après on retrouve le short rig qui sert juste au layout, donc avec le perso en typos, quoi. Le rig complet, et après c'est pareil, c'est une spécificité pirate, c'est que chaque personnage avait un super pouvoir. Lui typiquement c'était Monsieur Chatouille, quoi, ou Elastigirl pour une ref un peu plus récente. Donc du coup, il avait un rig un peu particulier sur les bras qui n'était pas loadé dans chaque shot parce que c'était forcément un petit peu plus lourd et ça avait un certain coût en FPS, quoi. Donc ça, c'est au niveau perso. Mais au niveau des props, on va retrouver la même chose. Donc on avait la même problématique de plastique gonflé. On a besoin parfois de rajouter un petit peu de displace sur les éléments. Et on a aussi, du coup, là, au niveau du rig, on avait un rig un peu plus poussé avec un petit peu de dynamique pour donner un petit peu de vie sur les arbres. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne mettait pas tout le temps parce que ça a forcément un coût quelque part, quoi. Et pour le reste, on va retrouver en fait les mêmes niveaux de définition, que ce soit au shading ou en bowling, quoi. Donc ça, c'était perso les props, mais on a parfois aussi des props un peu particuliers, on n'a pas besoin de tous les niveaux de détail. En fait, tous les niveaux de détail sont disponibles, mais ne sont pas nécessaires pour avancer dans la production. Si je prends le cas du bateau, là, qui est un peu particulier, parce qu'il est entre le props et le décor. C'est-à-dire que quand il est vu assez de loin, ça va être simplement un props avec le props qui va se balader. Mais c'est aussi une zone de jeu pour les personnages. Donc en fait, tout ce qui était gros niveau de définition, à ce moment-là, on passait sur un autre asset pour éviter de trop charger celui-ci. Donc là, on a vraiment, on s'est limité à 4 niveaux de détail. Et si on a besoin de plus, c'était un autre asset qui servait de zone de jeu comme décor pour les persos pour la suite, quoi. Donc ça, c'était Cartoon. Mais si je prends un autre projet, si je prends Athleticus, on va retrouver la même philosophie. Où on aura au centre la modée validée. Et on aura différents niveaux de détail en plus. Alors sur l'éléphant, on avait sur le dernier niveau de modeling et de shading, on avait forcément du displace et puis on avait un petit duvet en plus qui était sur l'éléphant, mais c'était vraiment pour du gros plan, quoi. C'était quelque chose qui n'était pas nécessaire tout le temps, quoi. Et pareil au niveau du rig, on avait une partie musculaire qui était bien, mais qui est forcément un petit peu lourde. Donc c'était pour certains shots, vraiment certains key shots, quoi. Et sur le reste, on va retrouver le même niveau de définition et la même logique. Maintenant qu'on a vu comment on fait des assets, on va voir comment est-ce qu'on les intègre dans les shots. Et pour les intégrer dans les shots, on va se reposer sur deux choses, sur Kitsu et sur Ronald Réglage. Alors, Ronald Réglage, c'est un outil maison, et c'est assez basique, c'est simplement un éditeur de fichiers de config. On va retrouver dedans plein d'éléments qui sont paramétrables au projet, comme la version de Blender, la version des add-ons, le LUT utilisé, le nom de la caméra, on peut avoir également les infos de render farm, avec le nom des poules. Et on a surtout, en fait, toute une partie avec le level of detail.
où on va pouvoir définir comment chaque type de set doit être importé, dans quel step et dans quel niveau de définition. Alors si je me base sur le layout, les informations qu'on va avoir dans Ronald Réglage au niveau du layout, c'est que pour le décor, on va l'importer en mode object pour pouvoir faire un set dress. Les persos et les props, on va mettre juste un rig de base pour que les layoutmen puissent commencer à timer et placer des contraintes si besoin. Et par contre, la caméra, on va prendre le rig complet parce qu'on a besoin de finaliser le cadrage et les mouvements de caméra à cet endroit-là. Et au niveau de la modée et du shading, on va rester sur les choses suffisamment basiques, enfin relativement basiques, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une full définition à ce moment-là. Et si je prends par contre au niveau du rendu, à ce moment-là, la logique s'inverse, c'est que le décor sera normalement validé, on n'a pas à y retoucher, qu'on va le mettre en référence dans la scène. Ça permet d'alléger un peu les fichiers Blender. Et tout ce qui est perso et props, par contre, on va les importer en rig 1, c'est-à-dire qu'on va juste le mettre au niveau objet. C'est-à-dire que l'objet sera dans la scène, on pourra accéder aux transforms s'il y a besoin de les bouger, enfin de réappliquer une animation dessus. Et on pourra aussi appliquer l'animation par des caches, parce qu'ils sont au niveau objet, donc on peut mettre des modifiers dessus avec cache et puis subdivision. Par contre, au niveau de la définition de l'asset, à ce moment-là, on va monter le curseur au maximum pour avoir la meilleure qualité possible. Donc après, tout ça, c'est vraiment paramétrable au projet et à la step. C'est-à-dire que si sur un projet, on a besoin de faire le layout avec les rigs complets, ce sera d'ailleurs sûrement le cas sur un futur projet avec Xidam, avec des courses de voitures, où en fait, on aura besoin de placer les persos dans les voitures. Si on essaie de les faire valider en typos dans les voitures, je pense que le client ne va pas comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va remodifier dans le run réglage pour lui dire d'importer le layout avec des rigs un peu plus poussés. Et on a le cas d'ailleurs actuellement avec Xidam sur un long métrage où il est prévu de faire le layout avec des rigs i1, donc un peu plus complet, et au moment de l'animation de passer sur des rigs i2, donc un petit peu plus lourd. Et tout ça, ça ne doit pas être bloquant pour chaque prod, c'est des choses qu'on va régler au départ et qui vont suivre, qui vont accompagner la prod par la suite. Et après, on peut aller encore un petit peu plus loin, parce qu'en fait, on peut modifier ça aussi. Là, c'est des paramètres de base, mais on peut les overrider au shot ou par batch. C'est-à-dire quand on veut passer du layout à l'animation, on peut très bien faire un batch pour updater tous les rigs et monter les rigs en définition, pour passer du base rig au rig complet. Et on peut aussi le faire directement dans le shot, à l'asset, avec notre asset manager. Donc, typiquement, il va simplement lister tous les assets qu'on a dans la scène, avec leur niveau de détail. Et après, il permet effectivement d'activer, de désactiver. Il y a des options de display pour remettre des modes puppet ou masquer les mèches. Mais surtout, il permet en fait d'upgrader ou de downgrader certains levels of detail. Si je veux prendre juste un élément et l'upgrader parce que au layout, finalement, j'ai quand même besoin d'un élément qui a le rig complet, je peux très bien le faire à ce moment-là, monter juste le level detail sur un élément et continuer à travailler comme ça. La particularité principale, c'est que ce downgrade ou ce subgrade ou ce downgrade, il va rester non destructif. On va récupérer toutes les infos d'animation, de contraintes, pour les remettre sur le niveau de détail. Alors si je reprends un shot, typiquement, je reprends la Tétitus, et en fait au premier plan, on avait besoin d'un peu plus de contrôle et puis visuellement d'avoir quelque chose d'un peu plus précis pour les palmiers. Parce que si on n'avait que des planes, pour valider le cadrage, c'était un peu plus compliqué. Donc là, on était passé sur un niveau de modé un petit peu plus grand, donc le shading était resté tel quel, parce qu'il n'y a pas besoin de la texture dessus, mais c'est simplement d'avoir la forme des feuilles pour pouvoir valider le cadrage. Et on là, du coup, c'était un rigging loin, donc c'est-à-dire qu'on avait juste l'élément, on va pouvoir bouger, agir sur ces transforms. Mais on aurait très bien pu mettre un rig complet pour pouvoir plier une feuille, plier une page, ou carrément la supprimer si elle nous gêne. Et pour la suite, du coup, ce qu'on a fait, c'est pour la suite logique de tout ça, on l'a étudié avec Piggy Builder, donc c'est la dernière série qui a été produite. Et en fait, on s'est servi des géométries load pour recréer tous ces systèmes de level of detail. Donc là, si je prends, par exemple, un asset d'arbre, en fait, on avait mis tous les levels of detail dans une seule et même scène.
Donc si on en a 4, parce que la version Decimate sur les arbres ronds, ça faisait des arbres un peu triangulaires et ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc pour valider, c'était pas utile. Donc là, j'ai les 4 assets de modé, enfin j'ai 4 niveaux de détail de modé qui sont dans la scène, mais j'ai aussi les 4 shaders qui sont dedans. Donc au niveau du file system, tous les fichiers Blender existent bien séparément, c'est juste que là, ils ont été importés dans une tierce scène. Et à partir de cette scène, on va pouvoir recréer le décor avec des géométries nodes. Mais par contre, cette fois, de manière procédurale. C'est-à-dire qu'on va définir différents ranges pour loader tel ou tel niveau de détail sur les assets, quoi. Et c'est comme ça qu'on va recréer le décor de manière vraiment plus procédurale, quoi. Donc ça, c'est au niveau de l'asset, c'est quand on crée vraiment le décor. Mais une fois qu'on arrive au niveau du shot, on peut très bien ajouter un micro-rig pour redéfinir en fait ce géométrie node en fonction de l'action de la scène. Donc là, on avait un élément au milieu du décor qu'on pouvait déplacer pour resituer l'action et rendre ça un petit peu dynamique. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment déplacer tous les details suivant l'action. Mais on peut le faire aussi en fait en fonction de la caméra et en fonction de la distance à la caméra. C'est la magie des géométries nodes où on peut faire un peu vraiment tout ce qu'on veut dessus. Et ça rend le système, en plus d'être dynamique, enfin d'être procédural, ça le rend plus dynamique, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu bricolé sur Piggy Builders. Mais l'objectif, il est clair, il est de pouvoir intégrer ça de manière pérenne dans le pipeline pour construire tous nos futurs sets, quoi. Du coup, au début de la présentation, on a essayé de répondre à une question, c'est comment est-ce qu'on crée beaucoup d'assets sur des projets très différents, et puis en gardant un pipeline stable. En fait, la réponse, elle tient surtout en 3 points. C'est une source de vérité claire, Kikitsu. C'est des assets qui s'adaptent au métier, avec le système de level of detail, et c'est un pipeline qui évolue avec le temps. Dans le sens où chaque prod va pouvoir nourrir le pipeline, et ce pipeline va pouvoir rendre la prod suivante plus facile. Et voilà. Je dis ça. Bonjour, bravo, merci. Tu mentionnais que vous pouvez upgrader et downgrader le level of control du rig, par exemple, sans perdre les data. C'est hyper impressionnant, je trouve ça génial. Vous utilisez quoi comme système de rig pour faire ça? Sur le rig, moi, c'est des armatures classiques. C'est simplement en fait qu'on va récupérer les actions au moment où on va supprimer l'asset, on va mettre l'action de côté et la réappliquer, quoi. Avec les infos de contraintes qui sont sauvegardées ailleurs. Parce que, du Blender natif, vous n'avez pas développé un package de rig ou un truc comme ça? Si, alors c'est notre autorig, c'est l'autorig Cube. Mais par contre, en fait, ce système, on pourrait l'appliquer sur n'importe quel rig, parce que c'est vraiment garder l'action, mettre l'action de côté, supprimer le rig et réimporter le rig. Et si les bones sont le même nom, ça marche au mieux. Et au niveau du downgrade, c'est là où c'est un peu plus touchy, c'est que finalement, quand on downgrade, il y a forcément une partie d'infos qu'on perd parce qu'il y a des bones en moins. Bon, on essaie de récupérer le maximum, quoi. Tout ce qui est commun peut rester en place, quoi. C'est disponible en open source, ça? Non, c'est pas encore open source. D'accord. Merci. Bonjour. Donc moi j'avais une question, c'est plus sur l'approche géométrie node. En fait, dans mes tests personnels, en fait le fait d'encapsuler dans ton géométrie node, d'appeler les différentes représentations possibles et les switcher. Par contre, le problème c'est que tu embarques à chaque fois les 3 représentations. Donc tu as une montée en RAM obligatoire parce que tu as les 3 représentations dans la scène. Donc je voulais savoir si c'était contraignant pour vous, si c'était un dommage collatéral acceptable ou si vous aviez trouvé une parade sur ça. Et j'ai une deuxième question après, mais déjà celle-là. Donc clairement, oui, sur l'utilisation de la RAM, ça fait des décors qui sont un peu costauds, qui sont même rien qu'en termes d'ouverture de scène, c'est qu'on avait quand même une grosse latence dessus. C'était un peu plus lourd, mais ça donnait quand même beaucoup plus. Enfin, le prix à payer par rapport à la facilité d'utilisation après pour les artistes, ça n'avait rien à voir. Enfin, ça valait le coup. Ça valait le coup de ramer un peu, de monter effectivement un petit peu en RAM au moment du rendu. Au niveau de la création, c'était vraiment super pour les artistes, quoi. Ils ont pu s'éclater là-dessus et faire des décors qui sont vraiment chouettes, quoi.
Deuxième limitation que je voyais, c'est le fait que ça soit encapsulé dans le Geometry Node. Quand tu as un cas concret, par exemple, où tu aurais une hiérarchie, tu as un objet avec une hiérarchie, et que donc tu as casté l'asset en Geometry Node, et que tu es en contexte où tu veux fatalement te dire, tiens, je voudrais overrider le transform dans la hiérarchie de mon objet. Donc tu es en editing, sauf que là, tu es encapsulé, tu n'as pas l'accès. C'est quoi votre logique? Vous switchez sur une version Eh ben alors, en fait, il peut y avoir deux solutions. On avait une version du décor, on avait quand même des petits contrôleurs par instance. Donc on avait quand même un contrôle, on avait une granularité là-dessus, on pouvait retoucher quand même certains éléments. Ou après, la solution radicale, c'était de le supprimer et de rapporter un asset à part, quoi. Vraiment, on supprime cette instance et on rapporte soit un rig, soit un élément un petit peu plus léger, quoi. Pendant que j'ai la main, troisième question. Comment donc bon, j'ai vu qu'il y a des level of detail au niveau shading, il y en a au niveau modeling, rig aussi. Donc en gros, dans le plan là, avec les éléphants et puis la fougère devant là, du coup, tu es en capacité de pouvoir switcher, c'est pas paquet, c'est-à-dire que c'est pas aligné modèle I avec modeling I1 avec shading I1 obligatoirement. C'est complètement décorrélé, tu peux faire ton... Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment l'asset, il va être défini par ces trois composantes, rigging, modeling et shading. Sachant que le rig, finalement, c'est pas forcément un fichier, c'est juste une info. Quand il est en rigging loin, par exemple, on sait que c'est juste l'asset qui est importé au niveau objet. Et après, effectivement, on peut changer le modeling et le shading. Après, il y a une limitation, c'est quand on arrive sur des rigs avancés, à un moment donné, on ne peut plus changer la modée. Parce que du coup, on change le nombre de points et le rig explose. Pareil, quand on a des animes de shader, à ce moment-là, on va pouvoir... si le rig est lié au shader, on ne va pas pouvoir upgrader le shader. Et donc, du coup, tu arrives à avoir ce niveau de contrôle aussi avec un truc Geometry Node, parce que du coup, ça veut dire que tu as 150 000... Ah oui, au niveau du Geometry Node, à ce moment-là, on n'a pas de rig, on se limite au rig low 1, c'est-à-dire au mode objet. Il n'y a pas vraiment de... Du coup, on n'a pas instancé de rig complet dans les Geometry Node pour le remettre à bien. Okay. Donc c'est là où on reste, en fait, effectivement, surtout si je reviens un petit peu plus tôt sur les versions qu'on push, en fait, on est effectivement tout ce qui est pushé en modeling shading, ça, on va pouvoir jouer comme on veut dessus. Parce qu'il n'y a pas de rig avancé qui rentre en compte dessus. Donc là, on va pouvoir vraiment on pourrait mettre un shading sur une version Decimate. Ça va faire des choses un peu bizarres, mais c'est quelque chose qui est possible. Et à partir du rig, effectivement, I1 ou I2, où là, on est forcément lié à une modée, c'est là où on peut plus forcément switcher ce qu'on veut. Mais ça, cette partie, on l'a pas intégrée au Geometry Node. C'est vraiment que la partie qui est poussée en modeling et en shading. Okay. Merci. Petite question aussi, par rapport au LOD, les downgrades que vous faites au modeling et shading, c'est un système automatique que vous faites ou c'est fait à la mano? Il y a les deux. Il y a effectivement dans Ronald Relage, typiquement, on peut pour les versions Decimate, il y a un Decimate qui est rentré au projet, qui peut être utilisé, mais en fait, ce Decimate, il peut être overridé par une version qui existerait déjà dans la scène. En fait, quand on va pusher, si l'outil de push détecte qu'il y a plusieurs niveaux de détail dans la scène, en fait, il va se baser sur ce qui existe dans la scène. Et si le level UTL n'existe pas dans la scène, à ce moment-là, il va le créer par rapport à Ronald Relage par des process automatiques. Okay. Et le niveau de détail géométrie ou shading 2, là, la plane, c'est pareil, c'est automatisé, j'imagine, par rapport au turn et vous prenez... du coup, la plane, pour le moment, elle a été faite beaucoup à la main. On pourrait l'automatiser, mais c'est vrai que pour le moment, elle est faite à la main. Okay. Pour vraiment avoir la bonne taille, trouver la bonne image. Okay. Mais effectivement, oui, ça pourrait être fait en fonction du turn, avec respectant l'échelle et tout. Ouais, ça pourrait être intéressant à faire. Ok, merci. Ouais, pour bien comprendre, c'est qui paramètre ça? C'est-à-dire que c'est l'artiste, le lead, le superviseur qui dit tiens, dans cette scène-là, on va avoir ces éléments comme ça, et je les paramètre dans l'outil et hop, c'est ce qui monte. Alors au niveau de Ronald Relage, ça va être le CG sub du projet qui va rentrer les paramètres qu'il veut. Et par contre, au niveau du shot, c'est effectivement l'artiste qui va décider qui a la possibilité d'upgrader certains assets, quoi. Donc il prend par défaut le template qui a été décidé par le CG sub, mais il peut le modifier s'il veut. Tout à fait, ouais. Par défaut, effectivement, tout l'outil de génération de scène, il va se baser sur Kitsu pour le casting, et après il va se baser sur Ronald Relage pour avoir
pour savoir comment est-ce qu'il importe de base tous les éléments, quoi. Et après tout ça est overridé au niveau du shot, quoi. Dans notre studio, on se pose aussi la question de faire la création d'assets un petit peu plus modulaires, mais on s'est vite posé la question, ça va être super dur en fait à faire valider, puisque ça veut dire qu'à chaque fois qu'on sort un asset, en fait, on est obligé de sortir 5 déclinaisons. Du coup, vous faites comment? Est-ce que sur Kitsu, vous avez 5 tâches pour le rigging que vous validez les unes après les autres? Est-ce que vous avez voilà, plusieurs steps de validation pour une seule tâche? Non, alors du coup c'est qu'on a une seule, enfin on aura 3 steps de validation en modeling, shading et rig qui correspondent aux steps. Et après toutes les versions, par contre, les versions low, on les fait rarement valider. En fait, ce qu'on va faire valider, c'est surtout le rig i1, le rig i2, et encore le rig i2, en général, ça va être directement vu avec l'animateur, c'est pas forcément vu avec la réal ou les clients. Tant que la preview est validée, sur le rig, on est assez libre. Et au niveau de la modée, ce qu'on va faire valider, c'est principalement le base mesh, quand on va faire des turns, et la version i1 avec effectivement un petit peu plus de détails, quoi. Et du coup, quand on va faire valider ça, on le fait à partir d'un soit de plusieurs images, soit d'un turn, on aura un shading i1 ou i2 dessus. Donc en fait, on va faire valider toutes les versions vraiment poussées. Et toutes les versions en dessous, on les fait pas valider nécessairement. Principalement, c'est soit des placeholders, soit des choses pour alléger la scène. Donc en fait, on n'a pas trop de. Une fois que la version principale est validée, on peut downgrader sans trop de soucis, quoi. Question niveau. Quand tu es en contexte de shots, je suis curieux au niveau de ton assembly parce que donc tu es linké, j'imagine, dès le départ, ou est-ce que justement, tu es linké et donc tu es plus sur un jeu de librairie override et choses pour pouvoir tweaker aux shots? Ça a des limitations. C'est quoi votre approche par rapport à ça? Vous préférez recaster en direct? Du coup, la question, c'est si on a besoin de rebuilder un shot ou si on l'a. Si tu es dans un shot, en fait, du coup, tu pourrais te dire, je vais amener en référence un décor que j'ai assemblé précédemment et je vais vouloir l'ajuster. Et donc du coup tu rentres dans une logique où c'est des links avec des limitations de override. Tu peux toujours faire de librairie override, mais tu as des choses qui sont plus embêtantes. Donc j'étais curieux de savoir comment vous montiez votre structure de shot pour avoir de l'ergonomie, tu vois, pour pouvoir overrider des choses dans ton shot au niveau de ton environ. Est-ce que je suis clair? Là du coup typiquement pour les décors, ça va passer par l'asset manager. En fait l'asset manager qu'on avait ici. Alors, du coup, on le voit pas, mais en fait, on le voit pas sur ce screen. Au niveau des décors, en fait, on va retrouver une petite granularité où on pourra accéder à tous les éléments du décor. Et certains éléments du décor, on peut décider de les upgrader à ce moment-là. Du coup, on va si le level detail existe, il est simplement remplacé dans le décor. Soit il va être supprimé du décor, il va être importé en asset à part. Parce qu'en général, la plupart des éléments du décor existent en props à côté, quoi. Merci Axel. Merci à vous.